Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Donc, j'étais à l'IFA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IFA, oui. Quand j'ai été mis à la retraite de l'IFA, mes camarades m'ont offert un petit cadeau, comme on fait dans les entreprises. Et c'était un petit paquet en carton. Et avant de l'ouvrir, je me suis adressé à mes camarades et je leur ai dit, il y a deux solutions. Ou bien c'est un ordinateur et ça veut dire Jean-Pierre continue à travailler. Ou bien c'est une télé. J'ai ouvert, c'était une télé. Alors ça veut dire que depuis ce jour-là, je regarde la télé. Je ne m'occupe plus de rien. Voilà. Donc quand on invite un vieux monsieur, on prend toujours le risque. Et je me rappelle qu'à l'IFA, quand j'envoyais Rosen, certains d'entre vous se rappellent de Rosen, qui m'a beaucoup aidé à l'IFA, à interviewer des vieux architectes. Il revenait avec ses amis, ses collègues, parce qu'ils étaient toujours deux pour interviewer. Et il se marrait, il disait, celui-là, vous vous rendez compte, il ne se rappelle même pas du nom de la ville qu'il a reconstruit. Et c'était drôle parce que moi je m'en rappelle, c'est une ville auprès de laquelle j'habite, Pont-l'Évêque, mais j'ai oublié le nom de l'architecte. Voilà. Alors, maintenant je vais être plus sérieux et je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Et mon sujet, c'est d'essayer de vous montrer le rapport qu'il y a entre les institutions professionnelles et puis les missions qu'elles obtiennent. Et je vais commencer par parler de l'expertise. Parce que tout le monde est expert en quelque chose, mais ça c'est le vocabulaire, le sens banal du mot expert. Mais en réalité, il faut savoir qu'un expert, il reçoit une délégation de pouvoir. J'ai un exemple très très simple pour bien situer ce rôle de l'expert. Si vous vendez votre maison, aujourd'hui, il faut que vous ayez la signature d'un expert qui certifie que vous êtes en isolation thermique correcte, que vous n'avez pas de plomb dans les peintures. Et j'ai essayé de me renseigner pour savoir d'où, parce que vous ne pouvez pas échapper à sa signature, ni aux honoraires qui correspondent à sa signature. Et ça, voilà l'expert. C'est ça un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui a une délégation de pouvoir de quelqu'un qui a le pouvoir et qui ne peut pas y aller lui-même. Une institution, une administration, etc. Et pour vous montrer que... Alors, je n'ai pas pu savoir d'où tenait leur autorité, leur expertise, ces gens qui signent les papiers, je ne sais pas. J'ai demandé à un notaire de m'expliquer, mais il ne savait pas. Personne ne sait d'où viennent ces types-là. Bon, moi, je me disais, au fond, on aurait pu demander tout simplement à un architecte de signer le papier, certifiant qu'il n'y a pas de plomb dans la peinture ou que l'isolation thermique est correcte. Alors, je commencerai donc par vous raconter que, justement, cette expertise a toujours été un problème. Et dans l'Ancien Régime, ça a été une bataille, on pourrait dire à partir d'Henri III, qui abolit toutes les expertises. À l'époque, on dit « gens à ceux connaissants ». Alors, il y a les experts bourgeois, les experts nommés par les corporations, les experts nommés par l'administration. Et je voudrais seulement vous dire que entre la première fois où le pouvoir politique a balayé les experts, c'est Henri III, juste avant d'assassiner le duc de Guise, je crois, bon, un bout après, mais pas beaucoup après, parce qu'il n'a pas vécu longtemps après. Donc c'est en 1574, vous voyez, qu'on balaye les experts. Et après, on les a reconstruits, bien sûr. Le Parlement, en 1642, reconstruit un corps d'experts. Et puis après, en 1645, c'est la reprise du pouvoir des corporations. Il faut bien se rappeler que sous l'Ancien Régime, l'expert qui a un droit de visite, ça veut dire qu'il a le droit de mettre le pied sur n'importe quel chantier et de se faire livrer les documents qui correspondent au contrat qui lie
l'entrepreneur avec son client. C'est un pouvoir exorbitant. C'est pour ça que la querelle entre qui nomme les experts a été continue sous l'Ancien Régime. Louis XIV, en 1690, l'Académie d'architecture est déjà fondée, révoque définitivement tous les jurés maçons, les jurés charpentiers qui avaient justement ces droits d'expertise. Tout ça pour expliquer la naissance de l'Académie d'architecture. Bon, moi, vous m'avez souvent entendu parler de l'Académie d'architecture, à laquelle je me suis intéressé. Je parle de l'Académie royale, parce que, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y a une Académie d'architecture actuellement, mais qui n'est rien d'autre que, qui n'est rien d'autre que la transformation de la Société centrale des architectes, dont je vais vous parler plus longuement. J'ai assisté une fois à une conférence qui était, dans laquelle on donnait la parole à un représentant éminent de l'Académie d'architecture, la nouvelle, l'ancienne Société centrale, et il commençait sa conférence en disant « Fondée en 1671 par Louis XIV, l'Académie d'architecture dont je vais vous parler », il faisait une confusion entre les deux institutions qui ont plus d'un siècle de différence. Parce que l'Académie d'architecture royale, qui est fondée en 1671, dont le premier directeur est Mansart, je crois, et sera supprimée en 1793 pendant la Révolution. Alors, cette Académie d'architecture, elle est créée en 1671 du vivant de Louis XIV, mais sa définition, ses missions, alors, seront précisées un peu plus tard sous la Régence en 1717 dans des statuts très abondants. Cette Académie d'architecture, elle est composée de 10 architectes de première classe et de 12 architectes de deuxième classe. C'est intéressant quand même, parce que, vous voyez, ils ne sont pas tous pareils. Alors, les premiers, les 10 premiers, sont des maîtres. Les autres, les 12 suivants, ils ont le droit de construire et d'être entrepreneurs. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de différence entre un entrepreneur. Il y a beaucoup d'architectes de cette époque-là, du XVIIIe siècle, qui achètent un terrain et construisent une bâtisse, souvent pour quelqu'un de connu. Le Marais, à Paris, est constitué comme ça de maisons qui ont eu des architectes célèbres, des maisons qu'ils ont construites eux-mêmes, enfin qu'ils ont construites avec eux-mêmes, fournissant les matériaux, les ouvriers, etc. La place Vendôme, d'ailleurs, a été découpée en petits morceaux et l'un de ces académiciens a construit un morceau, je ne me rappelle plus lequel, peu importe. Ce qu'il y a d'intéressant et ce que je voulais vous dire sur cette académie, c'est qu'elle a reçu des missions d'expertise, précisément. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça qu'elle a été constituée par le roi, pour mettre un terme à ces débats confus sur l'expertise. Et en fait, dans ces statuts de 1771, j'ai noté qu'en fait, il y avait au moins 4 missions explicitement accordées à l'Académie d'architecture. D'abord, première mission, dire l'architecture. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dire, qu'est-ce que c'est l'architecture? La dire, en fait, on pourrait dire faire une théorie pour l'architecture, ou bien dire, on pourrait dire aussi faire une doctrine pour les architectes. Vous voyez, c'est la première mission, définir l'architecture. Bon, ça va être dur. Deuxième mission, c'est d'enseigner l'architecture. Ça, c'est très important. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit, il y avait 10 première classe, 12 deuxième classe, plus un professeur. Et le professeur est perpétuel. Je dis ça à tous ceux qui viennent de prendre leur retraite. Normalement, il devrait être encore... Ah, celui-là, je le reconnais. Ah, c'est marrant, oui. Bon, alors...
C'est la deuxième mission, enseigner. Et le professeur, on verra qu'à la fin de l'académie, il y a eu des professeurs célèbres dont on s'inspire toujours. La troisième mission, c'est de faire une enquête technologique sur les moyens de la construction. Et on verra, et ça, tout le monde oublie de le dire, parce que pourquoi ? Les historiens, ça ne leur vient pas à l'esprit, mais l'Académie a été chargée de faire l'inventaire des carrières pour décider si c'était bien ou pas bien. L'Académie a été chargée de faire un inventaire des bâtiments à protéger. Ils ont par exemple eu une mission de visiter toutes les églises et de donner leur avis sur leur état d'entretien. Vous voyez, c'est une académie qui a en fait le pouvoir de l'architecte. Et la quatrième, c'est la plus importante, la quatrième mission des académiciens, c'est d'intervenir dans le coût, dans l'économie de la construction. Et c'est pour ça qu'on donne à l'académie un pouvoir au sujet du toisé. On leur demande de vérifier tout ce qui se passe dans le toisé. Alors, il y a deux ouvrages sur ce sujet-là. C'est le Bullet, oui, vous n'avez pas entendu parler, qui s'appelle l'architecture pratique, et qui est donc le résultat de cette mission, tout simplement. Et ce Bullet, qui est né en... je ne me rappelle plus... en fait, dans les premiers moments de l'Académie, il sera réédité jusqu'en 1840. Le Bullet, c'est vous l'avez peut-être dans la bibliothèque, peut-être, j'espère, c'est très amusant. Et c'est pour vous montrer que ce n'est pas tout à fait... bon. Alors, bon, l'Académie, vous avez vu, elle existe... Il faut quand même un mot sur l'enseignement, parce que les enseignants, il y en a j'en ai fait la liste. D'ailleurs, j'ai un petit ouvrage, j'espère qu'il est en bibliothèque, qui s'appelle L'école de l'Académie ou l'institution du goût. J'espère qu'il est toujours là, parce que j'en ai que des bribes, parce que mon exemplaire, à force de le relire, probablement, est tombé un peu en morceaux. Mais en fait, le professeur le plus connu, le premier professeur, c'est Blondel, mais François Blondel. Après, il y en a un autre très connu de vous, qui s'appelle Desgodet. Lui aussi, il a fait un traité, le Desgodet. J'espère qu'on l'a dans la bibliothèque. Non pas que ce soit tellement intéressant de feuilleter ces bouquins du XVIIIe siècle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est mon opinion, ils ont un intérêt quand on les met dans l'histoire de l'époque. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des théories comme ça. C'est des théories qui sont faites dans un climat de compétition des acteurs de la construction. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Bullet écrit l'architecture pratique. Ce n'est pas pour se raconter des histoires à lui. Alors, donc François Blondel, Delahire, tout ça, tous ces gens-là, Desgodet, finalement, ça se termine par un académicien un peu connu qui s'appelle Loriot, et lui, il avait une obsession, c'était de dessiner un chapiteau corinthien, et il utilisait son professorat à dessiner un chapiteau corinthien, au point que l'Académie, finalement, lui a fait comprendre que l'enseignement, ce n'était pas tellement le chapiteau corinthien. Et moi, je me suis amusé à voir comment les académiciens s'y sont pris, notamment Jacques-François Blondel, qui va lui succéder, pour le persécuter pendant plusieurs années sur son chapiteau. Il lui dit, oh, ton chapiteau, un peu comme ça, un petit peu comme ça. Finalement, le pauvre Loriot a démissionné. Il s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'il se retire. Et c'est le seul professeur perpétuel qui a démissionné avant l'heure. Et donc, il a été remplacé par Jacques-François Blondel, qui, lui, avait bien travaillé pour le mettre dehors.
Et Jacques-François Blondel est important parce que c'est le premier professeur d'académie qui inaugure le concours mensuel, faire aux étudiants un projet et corriger le projet. C'est-à-dire que c'est le père de l'activité de projection qu'on pratique, je crois, toujours plus ou moins dans les écoles d'architecture, quelles qu'elles soient. Donc c'est important parce que c'est un père. Alors, d'ailleurs, ce qu'il y a d'important, enfin d'amusant, c'est qu'en fait, il avait une école privée d'architecture. Alors, j'ai oublié de vous expliquer qui sont ses élèves, parce que s'il y a un professeur, il faut qu'il y ait des élèves. Alors, dans l'académie, les académiciens de première classe ont le droit de nommer 10 élèves. C'est un peu comme actuellement dans les monuments historiques. Il faut que les élèves soient bien... Bon, ils nomment 10 élèves. Et puis ceux de seconde classe, ils ont droit d'en nommer 12. Et le professeur peut en nommer 5. Alors 10 plus 12 plus 5, bon, vous voyez, ça fait une trentaine d'élèves. C'est quand même intéressant, parce que c'est le calcul que l'Académie fait du renouvellement professionnel. Vous voyez? Ils sont une trentaine. Ça suffit pour renouveler indéfiniment la profession. Enfin, les académiciens au moins. Voilà. Il y a un professeur de mathématiques, il y a un professeur de géométrie, il y a des professeurs. L'Académie, le professeur perpétuel n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, il y a des hommes célèbres qui seront professeurs de l'Académie, comme Le Canut. Bon. Alors, on ne va pas trop passer de temps là-dessus. On va expliquer quand même comment ça se termine, l'Académie. Parce qu'en 1793, sous l'initiative d'un peintre qui s'appelle David, l'école, pendant la Terreur, est supprimée. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. Mick, c'est l'architecte de Versailles et du Trianon, il a été guillotiné. Et tous ceux qui étaient proches des Girondins, ils ont été obligés. Alors là, je vous conseille de lire, parce que c'est très intéressant, les mémoires de Fontaine. Est-ce qu'on les a ici, les mémoires de Fontaine? Parce que j'ai publié, je fais une parenthèse, ça vous va? On a reçu quand j'étais à l'IFA, on a reçu un paquet de... Je ne me rappelle plus le nom de l'architecte, un architecte très connu. Il a donné à l'IFA ses dessins et ses papiers. Et malheureusement, il avait un gendre architecte, vous allez voir qui c'est pour ça. Et parmi ces papiers, il y avait une copie des mémoires de Fontaine. Et si on lit un peu les histoires d'architecture, on sait que beaucoup d'historiens ont cité Fontaine. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là, parce que moi, j'étais... Culot s'occupait des dessins, moi, je m'occupais des papiers. Alors, quand j'ai vu que c'était un manuscrit, enfin, la copie tapée à la machine du mémoire de Fontaine, je trouvais que ça valait le coup quand même de regarder ça de plus près. Et à ce moment-là, donc, j'ai lancé une opération pour qu'on les publie. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas. C'est 2 volumes, superbement illustrés, dans lequel il y a ce journal de Fontaine, qui est architecte dominant pendant toute la première moitié du 19e siècle. Et pendant la Révolution, il est justement avec Percier, qui sera son alter ego. Il revient de Rome. L'ambiance à Paris n'est pas tellement sympa. Et il va un peu à Londres, s'occuper de peindre des décors de théâtre, etc. Bon. C'est une parenthèse pour dire que, vous voyez, le lien qu'il y a entre le 19e et l'Académie et sa disparition, donc, pendant la Révolution. Alors après, je pensais que j'allais vous parler de ce qui s'est passé, parce que les architectes, en fait, sont orphelins. J'appelle ça les architectes orphelins, parce que tout est passé là-dessus. Vous savez ou pas que la Convention a réorganisé l'administration des bâtiments, notamment des ponts, en constituant un corps d'ingénieurs.
les architectes ont été un peu à l'écart de ça, parce qu'ils étaient quand même des ci-devant, architectes du roi. Et donc, cette administration a pris de l'importance. C'était une administration directe. Les ingénieurs étaient des fonctionnaires. C'était le germe de l'administration des corps, des ponts et chaussées. Exactement. Et les beaux architectes, ils étaient un peu orphelins, c'est le mot qui convient à mon avis, parce que quoi faire? Alors, il y a un garçon, il y en a qui sont des architectes assez connus comme Vaudoyer, les historiens connaissent ça par cœur, qui s'est dit c'est pas possible, il faut se regrouper. Alors ils ont décidé de déjeuner ensemble tous les vendredis, et puis d'augmenter un peu leur groupe et de réclamer au nouveau monarque le rétablissement de l'Académie. Alors c'est une société d'architecture, ça s'appelle Société d'architecture. Les historiens l'oublieront complètement parce qu'il n'en reste aucune trace, si ce n'est à l'Académie d'architecture, la nouvelle. Un manuscrit que Dufournay m'a prêté et que j'ai pu photocopier, qui sont les procès-verbaux que ces gens-là prenaient le soin de faire après chacun de leurs repas. Et je vous les photocopier, ça ne sert à rien parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, je crois que j'avais photocopié la lettre qu'ils ont écrite à Louis XVIII pour demander le rétablissement de l'Académie d'architecture. Lettre qui a été sans réponse. Il faut attendre 1840 pour qu'un groupe d'architectes en renom, disons, chargés de bâtiments publics ou de bâtiments privés, que des architectes connus, se regroupent avec le projet de faire une société d'architectes qu'ils ont appelée la Société Centrale. La Société Centrale, donc, elle existe, elle est créée en 1840. Il y a eu beaucoup de débats sur la définition de ces statuts. Alors, ces débats qui sont pas très intéressants pour vous, mais il y a quand même des petites choses intéressantes. Le débat, par exemple, c'était est-ce que cette société va réunir les architectes les plus talentueux aux dépens des autres qui sont... Ça, c'est une question. Est-ce que cette société centrale, c'est une société de l'élite architecturale? Ou bien est-ce que tous ceux qui font... Il faut bien reconnaître qu'à l'époque, il n'y a aucune structure, si ce n'est les débris de l'école de l'Académie. Alors, je vais faire une parenthèse. Percier, le Percier de Fontaine, a beaucoup d'élèves. Il est comme certains d'entre vous, ils ont beaucoup de nègres. Et ils se disent que ce serait quand même bien de les former. Alors, Percier leur donne des projets. Hey, faites-moi ça. Et puis finalement, d'autres architectes en vue s'associent à cette espèce de concours. En fait, ils reprennent la méthode de Jacques-François Blondel, faire des projets aux étudiants. Et peu à peu, j'appelle ça l'école de Percier. Vaudoyer, l'architecte, s'occupe d'un secrétariat, il juge les projets, tout ça un petit peu clandestinement. Et il faut attendre 1819 pour que, je ne sais pas sous la pression de qui, on décide que ces initiatives d'enseignement peuvent prendre place dans l'école des beaux-arts, celle des peintres qui est rétablie. Et qui existe dans les locaux de l'Institut à Paris. Alors, à partir de 1819, il y a un embryon d'école d'architecture. Ce n'est pas une école d'architecture, si, on peut dire que c'est une école d'architecture. Alors, vous voyez, il y a un conflit, si on peut dire, entre la société centrale et ses missions qu'on délivrait autrefois à l'Académie, enseigner, première des missions, et dire l'architecture. Alors, la première mission, dire l'architecture,
elle pose quand même problème. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va se mettre d'accord entre nous pour une définition de ce qu'est l'architecture? Est-ce que c'est... Bon, enfin, j'imagine. Vous imaginez, je suppose. Donc, à la Société centrale, on va faire rentrer tous ceux qui font fonction de professorat dans cette école qui, depuis 1819, existe, on ne peut pas dire officiellement, parce que, bon, enfin, elle existe. Donc, la Société centrale s'incorpore les professeurs, s'incorpore les architectes qui construisent pour l'État. En fait, elle reste assez élitiste. Bon, elle fait des... Alors, pendant ce temps-là, donc on est en 1840, je reviens un tout petit peu en arrière pour dire que l'école des beaux-arts est devenue quelque chose d'un peu plus consistant et que maintenant, il y a des ateliers, c'est-à-dire des gens, des professeurs qui se mettent en compétition les uns avec les autres pour avoir l'occasion de discuter sur les projets des élèves. Voilà, en gros. Alors, il y a une grosse opération qui est la fondation de... voilà, un truc qui... bon, en fait, ouais, je veux parler du projet de... aidez-moi, l'auteur de la Bibliothèque nationale... Labrouste, voilà. Alors, Labrouste a fait un éclat dans le landerneau architectural en publiant son expérience des ruines grecques. Ça s'appelle... J'espère que vous l'avez en bibliothèque. Alors, ça a fait beaucoup d'effets. Et donc, des élèves, je ne me rappelle plus de qui, si, c'est... Constant non, je ne me rappelle plus. Bon. Vous verrez ça dans le tome 2 de l'anthologie où j'ai fait un grand inventaire de tous les ateliers de l'école jusqu'en 68 avec toutes les scissions. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans l'école des beaux-arts, ce n'est pas l'enseignement qu'on y donnait, c'est les scissions. C'est-à-dire le débat, en fait. Donc Labrouste, merci pour avoir... Labrouste décide d'enseigner, de créer un atelier. Et une partie des élèves je ne me rappelle plus qui, un type très très classique, très chapiteau de Loriot, vous voyez, décide d'ouvrir la fenêtre et de prendre ce garçon qui a 29 ans pour devenir chef d'atelier. Et son atelier va donc va ouvrir en fait le débat à l'école des beaux-arts. Alors, si je raconte ça, c'est pour montrer qu'il y a un lien entre la discussion qui se déroule entre professionnels pour créer la Société centrale et les débats qui sont plutôt des débats qu'est-ce que l'architecture et comment enseigner l'architecture, donc les deux missions que l'ancienne académie posait. Finalement, la Société centrale va se définir comme une élite. Et centrale, ça veut dire parisienne. L'architecture centrale, parce que c'est au centre de la France. Ce qui va d'ailleurs, bon, ça c'est le chapitre suivant, là je vais appeler Vigato au secours, ça va développer, il n'est plus là, ça va développer une espèce de hargne en province. Qu'est-ce que c'est que ces Parisiens qui font une société d'architectes? Nous aussi, on est des architectes. Bon. Alors, après l'effort j'ai encore oublié le nom, de Labrouste, il y a une autre grande scission, c'est celle que veut essayer d'introduire Viollet-le-Duc. Parce que Viollet-le-Duc pense qu'il pourrait quand même aussi être professeur. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'année, il essaie de faire un... Oui, c'est l'année où de Baudot... non... Bon, j'ai un problème. Bon. Bref, il y a un grand chahut des classiques contre Viollet-le-Duc, au point que, alors, en 1863, Viollet-le-Duc est nommé professeur de théorie. Mais quelques années avant, à la suite de
Scission-Labrouste, il a essayé d'avoir un atelier à l'école des Beaux-Arts. Il était tellement sûr d'avoir un atelier qu'il a donné à ses premiers élèves qui se sont groupés autour de lui un projet pour les vacances. Alors il leur a dit, après les vacances, on corrigera le projet. Et le projet, c'était de faire une ville nouvelle sur les ruines d'Alger, la ville d'Alger. C'était un grand projet. Et alors, quand il est revenu, après les vacances, voir les travaux de ses élèves, il a été horrifié, parce qu'ils avaient tous fait un Alger gothique. Ils pensaient qu'il fallait se faire bien voir pour le professeur. Alors tout était gothique, la mosquée était en gothique, tout était gothique. Ils avaient fait de gros efforts. Donc ça a été un coup d'épée dans l'eau. Et d'ailleurs, il y a un élève qui se manifeste déjà à l'époque, qui s'appelle Julien Gadet, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, qui était un des premiers à chahuter Viollet-le-Duc. Mais Gadet, c'est quand même un homme très important dont on va reparler parce qu'il est une clé entre précisément l'enseignement et la profession. Gadet, c'est l'auteur, j'anticipe un peu, mais ça me vient comme ça. Gadet, c'est non seulement un professeur de l'école d'architecture, de l'école des Beaux-Arts. Son enseignement dure 14 ans et il a fabriqué la plupart des architectes célèbres du XIXe siècle. Mais en plus, il est l'auteur du Code Gadet. Le Code Gadet, vous avez entendu parler? Le Code Gadet? Non. Le Code Gadet, c'est le papier que l'Ordre des architectes, peut-être encore maintenant, publie sur les devoirs et les devoirs de l'architecte. C'est le Code Gadet. Bon, en 80, un peu plus tard, en 95, j'ai anticipé. Alors revenons en 1863. Vous voyez, donc l'association centrale fonctionne. Comme je vais le dire tout à l'heure, elle ne fonctionne pas simplement comme autorité magistrale sur l'architecture, mais elle fonctionne aussi dans les autres missions. Je vous dirai tout à l'heure. Mais en 1867, donc Viollet-le-Duc est nommé professeur de théorie. Il est immédiatement chassé. Son premier cours dans l'amphithéâtre de Duban, vous ne connaissez pas parce que vous êtes à Nancy, mais les architectes de Paris connaissent l'amphithéâtre de Botan. Enfin, on a été, je ne sais pas si UP, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'UP de Quai-Malaquais. Je ne sais pas s'ils ont accès à l'amphithéâtre de Duban. J'espère. Duban, c'était un de nos grands architectes. Hein. Alors, en 1867 est institué un diplôme de fin d'études pour les élèves de l'école d'architecture des Beaux-Arts, en 1867. J'ai amené ici le décret. Je ne vais pas vous le lire, mais il est institué à l'école impériale et spéciale des Beaux-Arts. Ça, c'est le titre qu'on a donné à l'école des Beaux-Arts sous l'Empire, enfin le deuxième. Un diplôme en faveur des élèves de première classe d'architecture. Ce diplôme est délivré à la suite d'un concours spécial et dans les conditions déterminées ci-après. Alors ça, c'est très important parce que au début, les premières années, j'ai fait une enquête. Je ne sais pas si j'en parle dans l'anthologie. Les premières années, il y a 2 types ou 3 types qui se présentent. Un diplôme. Pourquoi? Pourquoi si peu? Parce que, à cette époque-là, ce qui est évident, c'est que l'architecte est un artiste. Et un artiste ne va quand même pas être diplômé. C'est ridicule. Il trouve ça ridicule. Donc, finalement, les affaires étant là, il faut quand même construire, etc. Finalement, le nombre de diplômés progresse normalement. Et finalement, c'est un peu comme les architectes des bâtiments de France aujourd'hui. D'ailleurs, cette histoire, je l'ai racontée à Chaillot quand j'ai pu. Les architectes diplômés de l'école des Beaux-Arts se disent, après tout, l'école des Beaux-Arts, elle est sous la tutelle du gouvernement.
on devrait on ne devrait pas dire diplômé de l'école des beaux-arts, on devrait se dire diplômé par le gouvernement. Ah, c'est une bonne idée. C'est une idée qu'ils ont suivie. Et le sigle DPLG, que vous portez d'ailleurs, il est né tout simplement de la volonté des élèves qui en avaient marre de s'appeler diplômé de l'école des beaux-arts. On est diplômé par le gouvernement, c'est quand même mieux. Parce que pour avoir une commande de l'État, c'est quand même mieux d'être diplômé par le gouvernement que par des artistes qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, je crois que mon cours à Chaillot a dû porter ses fruits parce que j'ai entendu dire que les architectes qui ont le diplôme de Chaillot se font appeler maintenant architectes du patrimoine. Mais ils attendent tout simplement ce qu'attendent les DPLG, c'est-à-dire un décret qui prend acte. Le décret pour les DPLG, il viendra en 1914. C'est en 1914 qu'on décrète qu'effectivement, les élèves qui sont diplômés de l'école des beaux-arts ont le droit de porter, portent le titre d'architecte diplômé par le gouvernement. C'est bien, non? Ça vous intéresse? Alors, moi, je crois que c'est... Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a du poids sur les institutions si on se donne du mal. Vous voyez, ceux-là, cette petite équipe de DPLG, ils se sont donnés du mal. D'ailleurs, là j'anticipe peut-être un peu, mais la Société centrale, ça les agaçait. Cette Société centrale qui réunit l'élite architecturale, les membres de l'Institut, etc. Alors, un peu plus tard, dans les années 90, et sous l'impulsion de Gadet, le fameux Gadet, ils vont créer une nouvelle société qui s'appelle la Société, ça va le temps, oui, les Sociétés des architectes diplômés par le gouvernement, la SADG, vous en avez entendu parler, j'espère. Alors, moi, je vous en parle en tant qu'historien de la SADG, mais également en tant qu'acteur, parce que c'est une société que j'ai vice-présidée en 66 ou en 67. J'ai été viré en 68. Mais je l'ai vice-présidé à la suite d'un coup d'État, d'un groupe qui voulait se débarrasser du précédent président et qui avait trouvé une vedette pour justifier la demande de virer le vieux là. Et c'était Zavaroni. Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose? Rien. C'est Zavaroni. Zavaroni, c'était le patron de Lamache, et Lamache était le patron de Nancy, avant Foliasson, auquel j'ai succédé. Parce que si je fais une parenthèse pour Vigato, parce que je suis le dernier professeur de l'école des beaux-arts, l'ancienne école des beaux-arts, à avoir été désigné par les élèves pour prendre la succession du patron précédent, qui était Foliasson, l'auteur de cette tour que j'ai cru tout à l'heure qu'on avait surélevée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé au taxi, j'ai dit, mais pourquoi ils ont surélevé là? Je ne me rappelais pas qu'elle était si haute. Il faut dire que je reviens de Shanghai, alors, évidemment. Voilà. Donc, Zavaroni est devenu président de la SADG. Il a pris un vice-président dynamique. Et nous avons fait une action, disons, vers la profession pour encourager les jeunes architectes à prendre du pouvoir. Parce qu'à l'époque, j'avais 39 ans. Vous voyez, donc, il y a très très longtemps. Enfin, on s'est bien amusé parce que Zavaroni était un type marrant et il n'avait pas eu peur. On a fait le tour de la France. Chaque fois, on convoquait le président de la section départementale de la SADG. C'est bizarre, hein? Pourquoi la SADG avait-elle des sections départementales? Alors, il faut que je revienne un peu en arrière pour vous dire que la Société centrale a provoqué un mouvement en province. Les villes, les régions, tout le monde a voulu avoir sa société d'architectes. Les architectes de ville, les architectes de département. Et puis un beau jour, ils ont décidé qu'il fallait faire un grand coup. Alors ils ont appelé ça le ralliement corporatif. Le ralliement, il faut lire, c'est très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent contredire l'autorité de la société centrale. Ils veulent en fait prendre le pouvoir dans la profession. Vous voyez?
La profession, ça existe. Donc, ils ont fait un ralliement corporatif à Bourges. Ça a fait beaucoup de bruit dans la presse professionnelle, qui à l'époque est très abondante, plus que maintenant. Il y a au moins 4 journaux d'architecture. On s'occupe beaucoup de l'architecture. Donc, ils ont créé un syndicat qui les regroupe tous, qui s'est appelé l'Association provinciale. Donc, dans les années 90-95, il y avait déjà 3 acteurs en présence, la Société centrale, la SADG et l'Association provinciale. Ça a duré très très longtemps, cette division syndicale, puisque j'ai un jour eu l'idée, quand j'étais ici, d'inviter le dernier président de l'association provinciale, dont je me rappelle le nom, il s'appelait Dameron, et je lui ai demandé de faire une conférence, et je pensais qu'il allait faire une conférence sur, justement, le débat syndical. Qu'est-ce que c'est que ces syndicats de province? Pourquoi la paix? Bon. Il a fait une conférence médiocre sur l'architecture en général. C'est dommage. Mais j'ai eu une autre relation avec la... Vous m'excusez, je suis décousu. Ça fait rien, hein. Alors, une autre expérience avec la paix, quand j'étais à l'IFA, au début de l'IFA, j'ai eu la visite, une visite commerciale presque, d'un type qui organisait un centre de formation permanente pour les architectes. Parce qu'à l'époque, c'était très, très à la mode, les formations permanentes. Donc, il avait le projet de faire... Il avait acheté un local, boulevard Montparnasse, et en se présentant et en me montrant tout l'intérêt qu'on aurait à soutenir son projet, il me dit, et on a une salle de conférence en sous-sol, qui est maintenant superbe, et je ne vous dirai pas, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans cette cave, on a mis 3 camions à la décharge publique. Ah, je dis, ah bon, qu'est-ce que c'était avant? Il dit, ah, c'était un syndicat d'architectes. C'était l'association provinciale. Vous voyez? Les historiens peuvent s'amuser, hein, pour faire l'histoire. Ils n'auront maintenant que ce qui est apparu dans les journaux. Ils n'auront rien de tout ce qu'il peut y avoir d'informations dans des archives, en fait. Ouais, bon. J'ai eu une autre expérience, alors puisque je suis délire, je continue. J'ai eu une autre expérience quand à la direction de l'architecture, au ministère de la Culture, quand on a supprimé l'administration des bâtiments civils. L'administration des bâtiments civils, c'est une longue histoire qui commence avec Rondelet, après la Révolution. C'est un corps de l'État. Les architectes des bâtiments civils sont un jour, dans notre génération, qu'on supprimait, je ne me rappelle plus l'année, et ils s'étaient posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire des archives. Alors moi j'étais un architecte avec un autre camarade, je ne me rappelle plus son nom. L'autre jour j'ai retrouvé un brave type très très bien qui collectionnait un collectionneur d'archives. Il était un ami de Huette, je ne me rappelle plus son nom. Bon, ça c'est tant pis. Alors on n'était que 2 architectes, mais autour de la table il y avait des administrateurs civils et puis des sociologues. Et finalement on a décidé que l'analyse des archives des bâtiments civils serait confiée aux sociologues. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de ces archives. Elles se sont englouties. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on va revenir à la Société centrale. Oh, ce n'était pas la peine de faire un plan. Je me suis fait engueuler par ma femme parce que j'ai trop pensé à cette conférence. Je faisais des plans. Alors, elle ne recommence plus. Je ne veux plus t'entendre parler de tout. Alors, la Société centrale, en 1883, ça c'est très important. En 1883, les entrepreneurs de Paris et la région parisienne décident de, on ne peut pas dire bouder, mais de boycotter la série de prix de la ville de Paris. Qu'est-ce que c'est qu'une série de prix? Vous savez quand même.
Série de prix, c'est détailler les ouvrages d'un édifice et en donner le prix au maître. Bon. Le toisé, c'était pas ça du tout. Le toisé, le Bulette, dont je parlais tout à l'heure, et dont je vous félicite d'avoir un exemplaire dans la bibliothèque, le Bulette, il s'occupait du toisé. Là, on mesurait le prix d'un édifice en commençant par les cheminées. On commençait par le haut. Tandis que le Rondelet, l'architecte du Panthéon, vous êtes d'accord, hein, l'adjoint de Soufflot qui finit le Panthéon, fait un traité qui s'appelle Traité de l'art de bâtir et qui renverse complètement la problématique de Bullet, qui est la problématique académique. Et Rondelet est au contraire un ami des ingénieurs. Il est un rationaliste, il est un positiviste. Il pense qu'on peut rationaliser la construction. Alors une série de prix, vous voyez donc ce que c'est. La ville de Paris, parce qu'elle commande beaucoup d'ouvrages, elle commande des travaux, elle décide d'éditer sa série de prix. Alors, dans cette série de prix, la ville de Paris glisse des obligations pour l'entrepreneur et la suite du chantier. Et ça ne plaît pas aux entrepreneurs. Pour une raison compréhensible, c'est que la ville de Paris, elle veut prendre la défense des ouvriers du bâtiment. Donc il y a des prescriptions dans la ville de Paris que les entrepreneurs, à l'époque, c'est pas qu'ils étaient puissants, ils discutent et décident de boycotter la série de prix. Alors, il y a des architectes intelligents de la Société centrale qui ne laissent pas échapper cette occasion. Et une des missions de l'Académie, comme je vous l'ai dit en commençant, c'est bien de s'introduire, de mettre son nez dans l'économie de la construction. Et il décide de faire la série de prix. La série de prix de la Société centrale d'architecture. Je crois que sa dernière édition, c'est 1949, mais je ne suis pas sûr. Alors, évidemment, la SADG, ça l'agace un peu, parce que la Société centrale était devenue une société de notables, tandis que la SADG, c'était les diplômés. Alors, c'était quand même aux diplômés de s'occuper de l'économie de la construction. Alors, c'est pas très agréable à dire, mais en fait, ils ont menacé de faire une autre série. Tout simplement. Il y aura la série de prix de la Société des architectes diplômés. Alors on a négocié quand même, et finalement on a décidé qu'on ferait une série qui serait la série de prix de la Société centrale, mais qu'on partagerait les honoraires en deux. La moitié des honoraires pour la Société centrale et l'autre moitié pour la SADG. Et là, c'est pas enregistré. C'est ce qui a permis à la SADG d'avoir une certaine aisance financière. Et, avant la guerre, de se construire un immeuble et d'entreprise de certaines actions, par exemple la publication de son bulletin mensuel, que j'ai transformé en une revue d'architecture, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelle Architecture, Mouvement, Continuité. Il a fallu quand même un peu d'éloquence pour arriver à faire admettre au conseil de cette société, en 1967, qu'on allait transporter le bulletin des décès et des naissances en une revue d'architecture militante. C'est donc deux jeunes garçons qui sortaient de l'atelier de Zavaroni, bien sûr. Zavaroni a placé ses vedettes, Sarfati et Budon, qui ont construit les 10 premiers numéros de AMC. Et leur carrière s'est arrêtée en 68, le dernier numéro qu'ils ont fait, c'était un numéro dont la page de garde reproduisait la fiche CRS ACES ou quelque chose comme ça. J'espère que vous l'avez en bibliothèque. Bon. Alors la série de prix, finalement, moi, j'ai rien à en dire parce que c'est un problème de l'économie de la construction. Et je citais ça pour vous montrer que le pouvoir de l'institution, il ne va pas d'abord dans la définition de l'architecture.
c'est moyennement important. Par contre, quand on possède la série de prix et que pendant plus de 20 ans, on édite tous les ans une série de prix ou tous les 2 ans, ça donne une certaine autorité aux architectes. Alors, ben oui, il est l'heure, il faut que je conclue. C'est très bien parce que ça m'empêche de finir. Alors maintenant, qu'est-ce que ça devient quand même? Voilà. Ah oui, alors j'avais prévu un chapitre que j'appelais les architectes de la République, c'est-à-dire ceux qui, à partir de 1875, prennent le pouvoir dans des débats politico-architecturaux et qui se terminent à la guerre de 14. La guerre de 14, ça fait une rupture dans l'histoire des institutions. Mais l'institution architecte de cette année, de 1875 à 14, elle est intéressante parce que sont débattus tous les problèmes d'une institution professionnelle. La désignation, la succession, bon, tout ça en liaison avec l'enseignement, parce que le débat dans les ateliers de l'école des beaux-arts est repris à l'intérieur de la profession avec une distance qui est celle qui divise la pratique de la théorie. C'est des praticiens qui reçoivent les échos du débat architectural. Et c'est une période féconde, hein, parce qu'arrive l'éclectisme en architecture, bien sûr, mais il y a plusieurs éclectiques. Alors, après, qu'est-ce qui se passe, justement, au XXIe siècle? J'avais fait un chapitre qui s'appelait de 1940 à la réforme de 68. Alors, du point de vue de l'institutionnel, entre 40 et 68, c'est le pataquès, c'est le désordre le plus complet. Les provinciaux construisent une confédération, d'ailleurs dès le 19e, une confédération des architectes, c'est l'AP, mais ça s'appelle... Oui, l'AP a le projet de non seulement fédérer les architectes de province, mais les fédérer avec ceux de Paris qui ne veulent pas être dans la société centrale. Et donc, ils appellent ça la Confédération générale des syndicats d'architectes. Ça existe jusqu'en 68. En 68, avec Michel Veil, certains d'entre vous se rappellent, puisque Michel Veil a été administrateur des débuts de notre école, on a monté la garde à la CGF pour pouvoir recevoir la délégation d'étudiants qui ne sont jamais venus. Bon, par contre, ils ont été à l'ordre et là, ils ont vidé la cave. Pas des archives, la cave des pots. Voilà. Alors, eh bien, ce magma institutionnel, un syndicat très important, c'est le syndicat des architectes de la Seine, dont Michel Veil, justement, était une autorité. C'était le syndicat de ceux qui ont fait les grands ensembles, de ceux qui ont construit. Donc, au point de vue institutionnel, on peut dire que c'était une pagaille généralisée, dans laquelle, en 1950, un architecte que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Joseph Marrast, qui est l'auteur du pastiche architectural qui est en face l'île de la Cité. Vous connaissez, tout le monde le connaît parce que c'est là-dessus qu'est branchée la rue qui longe l'Institut. C'est un pastiche très honnête d'ailleurs. Marrast, qui était le petit-fils d'un acteur important de la commune, se dit en passant, je ne sais pas si c'est une gloire, a décidé qu'il allait transformer la société centrale en académie d'architecture, puisque la SADG avait repris le pouvoir, avait repris les missions. La société centrale pouvait revenir à son premier projet, c'est-à-dire de réunir l'élite architecturale. Donc maintenant, on est disons dans les années 50, il y a l'Académie d'architecture, celle dont un des grands se trompait sur le titre, le syndicat des architectes de la Seine, la CGF, la Confédération syndicale, le syndicat... Alors,
le syndicat de la SADG, moi je l'ai appelé syndicat de formation, parce qu'il fallait trouver une existence. Alors là, on a créé le syndicat NSAIS, on a trouvé les camarades de Strasbourg pour qu'ils fassent un syndicat. Aussi l'école spéciale. Ah, j'ai oublié de parler de l'école spéciale. C'est dommage parce que l'école spéciale, c'est une école justement qui veut revenir à la technique, revenir aux missions premières. D'ailleurs, leur projet, c'était de faire un architecte hygiéniste. Vous voyez ? Au début, ils voulaient s'appeler architecte hygiéniste. Ils ont trouvé que ce n'était pas très bien, ils se sont appelés architecte DESA. Voilà. Donc, vous voyez, l'univers syndical des architectes, c'est un magma très difficile. Et il y a aussi l'ordre là-dessus. L'ordre qui est créé en 1940. Ah là, je vous avais amené un papier. En 1938, il y a eu un projet de loi qui donnait le monopole aux architectes. Article 5, le concours d'une personne investie du titre d'architecte est obligatoire pour tous les travaux d'édification, de modification ou d'aménagement effectués, 1. pour le compte de l'État, 2. pour le compte des départements et des communes et des établissements publics, soit avec l'intervention financière de l'État, soit dans les communes assujetties à... Bon, et enfin, par les particuliers, des sociétés ou associations dans les communes assujetties à la législation. Si les constructions de ces travaux sont effectuées, sont destinées à l'habitation, ou s'ils en avoir cette destination, elles ont vue sur la voie publique, la présence de l'architecte est obligatoire. On est en 1938. Ah, ça y est, enfin, le monopole. Il n'y a que nous, les entrepreneurs, vous pouvez aller construire des bâtiments, vous n'avez plus le droit. Alors, ce fantasme, il est revenu, figurez-vous. Il y a des architectes qui ont été très contents de certains décrets ingénierie. Enfin, dans votre actualité, ce rêve a toujours existé. Le président de l'Ordre, Jacques Duvaux, était en même temps président de la SADG. Les mauvaises langues racontent qu'il s'écrivait lui-même. En tant que président de la SADG, il disait « mon cher confrère », et puis rentré au bureau de l'Ordre, il répondait au président de la SADG en disant « mon cher confrère ». C'était la profession. Bon, alors, ben moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé plusieurs choses dans les missions dont on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, la mission de dire l'architecture, la mission d'enseigner l'architecture, la mission de définir les matériaux et les techniques de l'architecture, et enfin de s'intéresser à l'économie de la construction. Voilà. Pourquoi on s'intéresse aux toisés en 1690 ? C'est parce que c'est l'économie de la construction, et l'économie de la construction, c'est ça la clé. Ce n'est pas la définition de l'architecture. Vous pouvez toujours raconter des histoires sur l'architecture. Il faut avoir la clé. La clé, c'est l'économie de la construction. Alors, l'enseignement, comme vous savez, il a été rapidement évacué en 68 pour construire. Voilà. Alors maintenant, il y a des écoles nationales d'architecture. Quant aux politiques techniques de l'État, je dois vous dire très franchement, ce que vous savez, c'est que l'État s'en est emparé. Et d'ailleurs, au point même que dans mon 3e tome, je crois que je dis les politiques techniques de l'État. On les énumère jusqu'à ce que je sois condamné à regarder la télévision. Je me suis arrêté de suivre, mais je sais qu'il y en a encore bien d'autres et qui continuent d'en produire. Principalement avec ceux qui sont nés en 1793, c'est-à-dire ceux qui sont nés du corps de l'État, parce que les architectes n'ont jamais été. Ils étaient sous la protection du roi. J'aurais dû vous lire les statuts de 1717. J'avais préparé une photocopie et je l'ai laissée dans la photocopieuse. Alors j'ai une conclusion. Je crois qu'il ne faut pas se décourager. Quand j'ai été, pas très longtemps, membre de l'Académie d'architecture, la vraie, celle de la Société centrale, j'ai un jour, dans un élan de générosité, j'ai dit
l'Académie d'architecture, puisqu'elle est la seule institution qui aujourd'hui existe, parce qu'ils ont quand même leur siège place des Vosges, un siège qu'ils ont depuis toujours. Une collection de dessins, bon. L'Académie d'architecture doit prendre l'initiative d'une refondation de la profession. Alors, moi je pensais dire quelque chose de possible. C'est vrai. On peut. Non, non. Ça a été un éclat de rire. Bon. Alors, refondation, non, quand même pas. Eh bien, c'est pourtant ça qu'il faut faire. Et quand votre directeur m'a parlé de son initiative dans la région, je me suis dit, si les régions ont un destin politique, c'est pas sûr, hein, c'est pas très sûr, mais enfin, c'est possible. Eh bien, au lieu de faire des syndicats d'architectes départementaux, vous faites d'une institution régionale. Et vous exigez, comme l'ont fait pendant tout ce 19e siècle les architectes, vous exigez de reprendre en main ces expertises. Et à ce moment-là, je pense que l'architecture sera meilleure. Parce que pour l'instant, à mon avis, je terminerai là-dessus, je ne comprends pas très bien les nouvelles œuvres architecturales. Et j'ai été récemment visiter un truc qui ressemble plutôt à une sauterelle, près dans le bois de Boulogne, une espèce de grosse sauterelle qui vole pas, et qui va coûter une fortune à entretenir, parce que quand ça va commencer à rouiller, ça fera une mauvaise ruine. Et je crois que c'est Perret qui disait « La belle architecture fait de belles ruines ». Ah ben là, la sauterelle, je pense que ça ne fera pas une belle ruine quand on aura cessé de l'entretenir. Voilà, moi je vous ai entretenu comme j'ai pu.